Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, le physique et le mental dans tous les sens du terme sont les moteurs d'une vie où vous ne cessez de démontrer que le travail c'est la bonne santé. À moi maintenant de prendre soin de vous pendant 1 heure au micro de Sud Radio. Bonjour Marine L'Orphelin, ou plutôt bonjour docteur. Bonjour. Oui, car vous êtes docteur en médecine généraliste et vous publiez en pleine forme un livre chez Marabout, assez étonnant d'ailleurs, on va en parler, parce qu'il y a plein de révélations sur notre quotidien qui sont passionnantes. Et le principe des clés d'une vie, c'est de raconter votre parcours, et Dieu sait qu'il est important, à travers des dates clés. Écoutez, je vais essayer de ne pas ennuyer les auditeurs. Bon, je n'ai aucune crainte là-dessus. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 16 décembre 2006. C'est le jour où, à Paris, vous établissez un record de triple saut dans la catégorie minime avec 10,80 mètres. C'est ce jour-là. Ah, c'est rigolo. Déjà, je ne me rappelais pas du tout de cette date. Elle est sur Internet, j'ai trouvé. D'accord. Et alors oui, effectivement, j'ai pratiqué du coup l'athlétisme pendant de nombreuses années. Enfin, en fait, le sport, d'une manière générale, a toujours fait partie de ma vie. J'ai fait de la gymnastique et après du coup de l'athlétisme de, je crois, 13 ans à 18 ans. Et effectivement, je faisais du triple saut, plutôt bon niveau. Voilà. Oui, vous êtes championne de Bourgogne et apparemment le record que vous avez établi chez les minimes, Marine L'Orphelin, n'a jamais été battu. C'est vrai ? Oui. Ah bah vous me l'apprenez. Et je suis ravie. Est-ce que vous savez d'où vient le triple saut ? Pas du tout. Eh ben, il est apparu dès le 8e siècle. Ce sont les Écossais et les Irlandais qui l'ont codifié à la fin du 19e siècle. Et il a existé pendant 3 Olympiades entre 1900 et 1908. Donc c'est un sport important. Merci de cette information. Effectivement, il existe depuis longtemps alors. Exactement. Alors le sport, c'est vraiment votre passion aussi. On peut dire oui que c'est vraiment une passion. J'ai toujours pratiqué comme je l'ai dit. J'imagine, je pense que ce sont mes parents à la base qui m'ont inscrite au sport, mais vraiment j'y ai pris goût. J'en ai toujours pratiqué, peut-être à part la première année de médecine où j'avais arrêté du coup le sport pour me consacrer à fond aux études. Mais j'ai vite repris parce que en fait le sport fait partie de mon équilibre, aussi bien pour me sentir bien dans mon corps, mais aussi dans ma tête. C'est vraiment pour moi un moyen d'évacuer le stress, un défouloir, un moyen de passer du temps aussi dehors. Donc oui, c'est une passion et un moment essentiel dans ma vie. Alors il y a des chansons sur le sport et j'ai trouvé l'une des plus anciennes. Ça s'appelle Le Sport et c'est André Dassary qui chante ça. Sport, c'est la vie intense sous un ciel d'azur. Le sport, c'est de l'élégance. Alors André Dassary a été un chanteur célèbre qui avait une belle voix, mais avant il était masseur professionnel et il a accompagné l'équipe de France aux Jeux mondiaux universitaires de 1937 à Paris. On en apprend des choses. Voilà, mais c'est vraiment une chanson, la plus ancienne chanson sur le sport. Voilà. D'accord. Alors il y a eu d'autres records, je crois, Marine L'Orphelin. En Saône-et-Loire, vous avez fait un record au triple bond avec 11,37 m. Il y a aussi le saut de haie avec un chrono de 16,06 secondes au 100 mètres junior. C'est pas mal tout ça, vous en souvenez ? Je m'en rappelais pas pour tout vous dire. Enfin, bien sûr, je me rappelle avoir fait des bonnes performances. On avait une équipe, un club dynamique où on s'entraidait, on passait des bons moments. Mais je me rappelais pas de tous ces records. Mais ça voulait dire un entraînement quotidien et du sport le week-end ? Pas quotidien, à hauteur, je crois, de 2 fois par semaine, plus 1 fois le week-end. Donc c'est le samedi matin ou si on était en compétition, souvent le dimanche. Et vous avez grandi à Mâcon, je crois ? Tout à fait. Et il y a 73 clubs à Mâcon, dont 55 associations et 40 sports pratiqués. Une ville sportive. C'est vrai, mais ça a toujours été une ville sportive pour vous ? Ça a toujours été une ville sportive. Moi, j'ai fait de la gymnastique à Charnay-les-Mâcon, qui est du coup une commune à côté de Mâcon. Et après, effectivement, j'ai rejoint le club de l'EAM, donc l'Entente Athlétique Mâconnaise. Et Mâcon est une ville dynamique, oui. Il y a aussi un club d'aviron très connu, qui d'ailleurs va servir de pôle d'entraînement pour les athlètes pour les Jeux Olympiques. Et puis alors, votre père est professeur de batterie, c'est un métier assez rare. Ça veut dire quoi ? Il donne des cours de batterie à la maison, ça fait du bruit ? Mon père a toujours été passionné par la musique et par la batterie, qu'il a commencé très jeune et il a voulu en faire son métier. Donc il a monté une école de batterie à Mâcon qu'il a tenue pendant quinzaine d'années, 20 ans peut-être, qu'il a fini par revendre à un de ses élèves. Et aujourd'hui, il est professeur de batterie à domicile, il donne des cours particuliers.
parce qu'il il préfère être au contact des gens. Donc oui, moi j'ai grandi avec la musique effectivement tout le temps à la maison, beaucoup de jazz, beaucoup de rock. Je pense à Sting, je pense à U2. Et j'ai moi-même fait un petit peu de batterie avec mon père qui avait insisté pour m'apprendre du coup cet instrument. 4 ans, je crois, ça a duré. C'est ça. Et ça vous a servi? Vous jouez de la batterie vraiment? Pas du tout. Pour être très honnête, j'ai apprécié apprendre. J'en ai fait du coup pendant 4 ans quand même. Je pense qu'il me reste quelques bases. Je serais capable de jouer un petit rythme, mais je pourrais pas assurer un concert. Il faut savoir qu'à Mâcon, il y a beaucoup de groupes musicaux. Et c'est là où a débuté Broussailles, dont l'album Perspective a été désigné meilleur album reggae français en 2009. C'est vrai. C'est une petite fierté locale. Exactement. Votre mère, alors c'est assez particulier, elle est assistante en ressources humaines dans la fabrique de jus de fruits. Tout à fait. Et les jus de fruits, finalement, ça fait partie de votre ADN aussi. Oui, ma mère travaille aux ressources humaines d'une société à Mâcon qui fait effectivement des jus de fruits à partir de jus de raisin et de purée de fruits. Elle a toujours travaillé là-bas et elle nous a inculqué une alimentation équilibrée. Voilà, on a toujours bien mangé à la maison, elle cuisine maison et elle nous a appris à aimer les bonnes choses. Elle a bien raison. Alors, il y a une chose quand même particulière, elle s'occupe de jus de fruits alors que la légende de Mâcon, c'est quand même le vin. C'est vrai, c'est une très belle région viticole. D'ailleurs, j'ai fait les vendanges quand j'étais plus jeune. Je crois que c'est mon premier job à l'âge de 15 ans et que j'ai d'ailleurs renouvelé les années d'après. Oui, on a cette culture bien sûr du vin, de la bonne gastronomie, franchouillarde un petit peu, voilà, passer du temps autour de la table, passer des bons moments. J'aime beaucoup ça, oui. Alors, il se trouve que, je suis un peu aussi renseigné, le vin de Mâcon a été connu parce qu'en 1660, un certain Claude Brosse, qui était vigneron de Chasselas, a chargé quelques barriques de vin. Il est parti avec son char à bœuf à Versailles et il les a donnés au roi. C'est comme ça que le vin de Mâcon est arrivé à Paris. Merci pour cette information. Alors, il y a le sport, il y a beaucoup la batterie, mais il y a l'école. Et avec cette occupation de sport, vous êtes une très très bonne élève à l'école, Marine L'Orphelin. C'est vrai, j'ai toujours été une bonne élève, je ne veux pas mentir, je ne veux pas dire le contraire. Je pense que j'ai toujours aimé l'école. C'est ça le secret finalement, c'est que j'ai toujours aimé, avec quelques facilités pour apprendre. Je suis assez curieuse globalement, donc j'ai toujours pris un plaisir fou à apprendre. Et en plus, mes parents m'ont quand même transmis des valeurs importantes autour de l'éducation, du travail, comme vecteur de réussite. Oui, mais en même temps, tout en faisant du sport, faire de l'école, c'est pas évident de faire les deux en même temps. Quand on est hyperactive comme moi, on peut. Alors, il y a eu l'école de la Coupée à Charnay-les-Mâcon, qui est aujourd'hui l'école Simone Veil, je crois. Ah, je savais pas qu'elle a changé de nom. Elle a changé de nom, elle a Simone... Et puis il y a le collège Bréard, le lycée Lamartine, et un bac avec mention très bien. Tout à fait, un bac scientifique, ouais. Et je pense que vous étiez fier de ce bac, c'était un moment difficile, un moment heureux? Oh, forcément un petit moment où on se met la pression, bien sûr, parce que j'avais envie d'avoir des bons résultats pour la suite de mon parcours universitaire, donc une petite pression, mais bon, j'avais des très bons résultats à l'année, il n'y avait pas de raison que je valide pas ce bac. Et le lycée Lamartine où vous étiez, Marine L'Orphelin, a une particularité, on enseigne l'italien, le chinois, le portugais, et le chinois justement le mandarin, vous avez appris le mandarin. C'est vrai, vous savez définitivement tout sur moi. Oui, j'ai fait 2 ans de mandarin, tout ça pour oublier une partie de cette langue, mais oui, j'étais curieuse encore une fois d'apprendre une langue originale, complètement différente des langues latines qu'on a l'habitude d'apprendre. Donc c'était une ouverture aussi, une ouverture d'esprit. Voilà. Et votre vocation originale quand vous étiez toute jeune, c'était aller dans le domaine de l'art? J'ai toujours apprécié l'art, encore aujourd'hui, notamment la peinture, les arts plastiques. J'ai peint un petit peu. Quand j'étais ado, j'avais fait quelques tableaux que j'offrais à mes oncles et tantes pour Noël. Et j'ai un peu laissé de côté, c'est dommage, j'ai un peu laissé de côté cette passion. Mais j'espère reprendre, j'espère retrouver le temps. Et la médecine, je crois que c'est un déclic qui s'est produit à 13 ans quand vous êtes retrouvé à l'hôpital. C'est vrai, j'ai été hospitalisée
D'ailleurs, on n'a jamais trop su pourquoi. J'étais malade, pas bien, et donc j'ai été hospitalisée 1 semaine. Et effectivement, j'ai découvert les dessous un peu de l'hôpital. Donc j'étais en pédiatrie, donc je discutais énormément avec le pédiatre. J'étais curieuse de savoir ce qui m'arrivait, de comprendre un peu le mécanisme de l'hôpital, le rôle du médecin. Et oui, on peut dire que ça a déclenché cette vocation. Vous avez vraiment eu envie de faire ce métier. D'ailleurs, je crois que vous aviez un copain de votre père qui vous a pris en stage. Mais comment vous savez tout ça? Oui, bah bien sûr, avant de choisir de me lancer dans les études de médecine, d'autant plus que aucune personne de ma famille n'avait suivi ce cursus auparavant. Donc avant de me lancer, j'ai voulu quand même faire un petit stage à l'hôpital. Et donc oui, mon père donnait des cours à un chirurgien qui du coup a accepté de m'emmener avec lui au bloc pour que je vois si ça me correspondait. Et ça a été le cas. Ça vous a pas fait peur? Ça vous a passionné? Ah oui, je trouve ça passionnant. Le corps humain, en fait, est une machine extraordinaire qui fonctionne toute seule et dont les mécanismes ne sont pas encore tous élucidés. Donc oui, je trouve que c'est assez passionnant que de travailler autour de l'humain et du corps humain. Vous avez vécu beaucoup d'autres moments passionnants et on va évoquer une date importante dans votre vie, le 7 décembre 2012. A tout de suite sur Sud Radio avec Marine L'Orphelin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Marine L'Orphelin. Nous parlerons tout à l'heure de ce livre chez Marabout en pleine forme, qui sont des conseils de santé que nous devrions tous suivre. On a évoqué vos débuts dans la vie, quand vous avez eu envie de devenir médecin. Et puis si je parle du 7 décembre 2012, c'est que c'est votre première télé, et vous ne le savez pas, car le journal de 13h de France 3 Bourgogne, je ne sais pas si vous le connaissez, la revue de presse présentée par Cécilia Chaumont, elle annonce des mauvaises nouvelles, des manifestations, des problèmes juridiques, et puis à la fin elle dit en Saône-et-Loire, il y a Marine L'Orphelin, étudiante en médecine, qui sera peut-être bientôt Miss France, la veille du concours. C'est une brève de 20 secondes. Là encore une fois, vous me l'apprenez. Peut-être qu'elle avait un ressenti, une vision sur ce qui allait se passer par la suite. Elle n'avait pas l'air convaincue, mais elle l'a annoncé. Alors, je crois que toute cette histoire de Miss France, ça a commencé par des défilés et des séances photos avec un styliste de Mâcon qui s'appelait Laurent Crépeau. Oui, qui d'ailleurs est toujours dans la région mâconnaise et qui est un styliste de talent, qui propose des belles robes de soirée, des robes de mariée, et qui m'a fait confiance à l'âge de 16 ans, qui m'a proposé de poser et de porter ses créations. On avait notamment défilé pour le Téléthon à Mâcon. Et c'était ma première expérience dans le milieu, on va dire, de la mode et sur scène. Et oui, ça m'a lancé, ça m'a permis de découvrir un peu plus ma féminité, de me sentir un peu plus à l'aise dans ce milieu. Et vous avez repéré? La rencontre avec Laurent Crépeau s'est faite vraiment par hasard. En fait, je me suis blessée. Je suis allée donc faire des séances de kiné. Et ce kiné était ami avec Laurent Crépeau, qui lui avait dit qu'il cherchait des jeunes femmes élancées, grandes, pour porter ses créations. Ben voilà. Et ensuite, vous avez été repéré par le vice-président du comité Miss Bourgogne. Tout à fait, notamment grâce aux réseaux sociaux, en fait, à Facebook à l'époque, où les photos du défilé du Téléthon ont été partagées, ont été publiées. Et sur ce post, il y a eu quelques commentaires, notamment des commentaires du comité Miss Bourgogne, qui disaient « La jeune femme avec la robe, je ne sais plus quelle couleur, rose, devrait se présenter à Miss Bourgogne ». Et vous êtes présentée et ça a marché. Et je me suis présentée, mais 3 ans plus tard. Pourquoi? Parce que du coup, j'avais 16 ans à l'époque. Ouais. Et j'étais pas prête, enfin en tout cas j'étais pas majeure, donc de toute façon c'était pas la question, mais j'étais même pas prête, pas tout de suite emballée par cette idée, et j'ai fait ma première année de médecine, d'études. Et finalement j'ai voulu me présenter à la fin de cette première année de médecine. Voilà, c'était je crois à l'université Claude Bernard à Lyon, et il y a eu un concours de première année qui était une formalité pour vous. Ah, je dirais pas ça quand même. J'ai énormément bossé, énormément révisé, travaillé, et c'était pas gagné non plus. Disons que j'étais bien classée au début de l'année avec la première partie du concours, qui est en décembre. Deuxième partie au mois de juin. J'étais bien classée, mais c'était pas gagné. Donc il a fallu quand même s'accrocher jusqu'au bout. Alors je crois qu'il y a eu Miss Saône-et-Loire avant Miss Bourgogne. Tout à fait. Miss Saône-et-Loire, ça devait être en juin. Oui. Je pense peut-être 1 semaine après le concours de médecine. Ah. Vraiment de manière très rapprochée. Et Miss Bourgogne s'est déroulée en octobre, je crois. Exactement. Alors, Miss Saône-et-Loire, vous avez dit, bon, maintenant, ma première année est terminée, j'y vais.
Oui, voilà, c'était un peu ça l'idée. J'avais terminé ma première année, je me suis donnée à fond. En tout cas, j'ai mis toutes les chances de mon côté. Je me suis dit, maintenant, c'est le moment de vivre une expérience un peu plus légère et de me faire plaisir, voilà, de tenter cette expérience. Et en même temps, vous avez dit à l'époque, Marine l'orphelin, que c'était aussi un clin d'œil, un hommage à votre grand-mère. Tout à fait, ma grand-mère paternelle qui adorait le monde, on va dire, des paillettes, des princes, princesses. Et qui, je sais pas pourquoi, m'a toujours dit un jour tu seras Miss France. Carrément. Carrément, mais vraiment, elle me l'a répété toute mon enfance, mon adolescence encore. Je m'en rappelle, à chaque fois que j'allais la voir le week-end, elle me parlait de Miss France. Donc elle a fini par me convaincre de participer un jour et de tenter ma chance. Donc je lui dois beaucoup. Hein. Et effectivement, et surtout, il y a eu Miss Bourgogne, vous avez été élue. Donc Miss Bourgogne, ça veut dire concours Miss France. Et là, on est le 8 décembre, et écoutez ceci. Alors, vous vous retrouvez au concours de Miss France. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive là-bas au début ? J'étais très impressionnée, bien sûr, par cette scène, tout ce qui se passe en coulisses, en fait. Cette énorme production, parce qu'on est sur une émission de télé... énorme en fait, c'est une grosse émission très attendue et donc très impressionnée et cette musique là, la première fois qu'on l'entend, je me rappelle être sur scène avec le rideau, le rideau fermé, on est toutes les candidates sur scène et le prime va commencer, l'émission va commencer. Et là, il y a cette musique qui se déclenche, et là, c'est les frissons. C'est vraiment, j'ai eu peur, et en même temps, une dose d'adrénaline énorme. Et petit à petit, quand le concours avance et que vous êtes sélectionné, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous vous dites, j'ai une chance, j'ai pas de chance ? Moi, je voulais être qualifiée dans les 12 finalistes, c'était mon objectif, pour ma région, pour mes proches. Et quand finalement je suis qualifiée dans le top 5, là ça devient concret. Parce que je connais les statistiques, je sais compter. Et là d'un coup, je me suis rapprochée effectivement de la victoire. Donc j'ai commencé à réaliser que peut-être c'était possible alors que je l'avais jamais envisagé auparavant. Et donc oui, ça m'a fait un peu peur et en même temps plaisir aussi, bien sûr. Je me suis laissée porter après. Et au moment de la victoire, au moment où c'est vous, qu'est-ce qu'on ressent ? Là, c'est un grand mélange d'émotions très fortes, très fortes. D'ailleurs, je pleure avant même l'annonce de ma région, puisque j'ai un ressenti, je me dis que peut-être ça va être moi. Et j'ai peur, j'ai très peur de ce qui va arriver, parce que c'est un point de basculement en fait dans ma vie. Ma vie a complètement changé ce jour-là, enfin ce moment-là précisément. Et en même temps, beaucoup de joie déjà d'en être arrivé là, de la fierté. C'est vraiment un tourbillon d'émotions. Et un tourbillon médiatique, parce qu'après, ça a été 1 an de voyage dans tous les sens, des télés, des radios, ça n'a pas arrêté. Ah non, ça n'arrête pas. Une année intense, en déplacement, en rencontres, en surprise aussi. J'ai vécu tellement de choses. J'en ai oublié la plupart parce que c'est vraiment effectivement une année à 100 à l'heure, mais que j'ai adoré aussi. Ça m'a vraiment plu. Oui, et le concours a bien changé, puisque moi, je me souviens du temps de Geneviève de Fontenay avant la télé. Je me souviens d'avoir croisé un jour en avion avec sa Miss France. Elles étaient toutes les deux en classe économique et elles allaient faire les animations dans les magasins à travers la France. Ça n'a plus rien à voir. Alors c'est vrai que ça a quand même beaucoup évolué depuis, même si j'ai quand même participé à pas mal d'événements locaux, régionaux, donc des fêtes, des foires, ce genre d'événements-là. Et d'ailleurs, dans ces événements-là, on rencontre les gens qui nous ont élus, et c'est toujours des moments chaleureux. Chaleureux, c'était le mot. Et puis le 28 septembre 2013, Miss Monde. Et là, vous êtes dauphine, et beaucoup de gens pensent que vous auriez dû être Miss Monde, Marine l'orphelin. Oui, j'en ai parlé un petit peu autour de moi et dans quelques médias. J'étais un peu fatiguée de cette année Miss France. J'arrivais à la fin de l'année. J'avais annoncé que j'allais reprendre mes études de médecine, donc j'avais cet objectif de reprendre la fac dans quelques mois après. Et j'y croyais tout simplement pas, en fait, au fait de pouvoir devenir Miss Monde. Je m'étais pas projetée dans ce rôle-là. Je trouvais que c'était hors de ma portée. Et finalement, je me retrouve encore une fois finaliste.
Et là, je réalise et on m'a dit après, enfin les membres du jury m'ont dit après que ça aurait dû être moi, mais étant donné que je n'avais pas montré cette envie énorme de le devenir, ils ont élu la fameuse Miss Monde, Miss Philippines, qui elle était extrêmement motivée, qui avait exprimé cette envie. Donc on va dire petit regret quand même de me dire que peut-être si j'avais montré un peu plus d'entrain, j'aurais pu avoir ce titre. Mais sur le moment, c'était ce que je pensais être bien pour moi en fait, de donner mon maximum et en même temps d'avoir envie de retourner à une vie normale. Et en plus, vous restez la Miss France la plus titrée depuis la création du concours. Je sais pas. Ah si, il y a un nombre de titres invraisemblables qui sont liés à Miss France. Est-ce que le sport vous a aidé dans toutes ces mois? Je pense que le sport, moi, m'a aidé dans le sens où le sport m'avait forgé quand même un mental, quand même un esprit de compétition et une capacité quand même à tenir aussi physiquement. Donc, mais j'ai pas pu pratiquer beaucoup de sport durant cette année de Miss. Ça m'a manqué. Oui, mais en même temps, vous aviez l'entraînement, vous aviez l'habitude. Ça aide dans une telle compétition. Exactement. Même oui. le mental. Tout à fait. En tout cas, vous restez Miss France et Dauphine de Miss Monde, mais il s'est passé aussi d'autres choses, tout aussi prestigieuses. On va l'évoquer à travers une autre date, le 26 mai 2013. À tout de suite sur Sud Radio avec Marine L'Orphelin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, mon invité Marine L'Orphelin, Miss France, Dauphine de Miss Monde, mais médecin généraliste qui publie En pleine forme aux éditions Marabout. Et vous êtes en pleine forme, et on va expliquer pourquoi à travers ce livre et les raisons qui font que vous êtes en pleine forme. Alors, 26 mai 2013, vous vous demandez ce que c'est comme date. Eh bien, c'est le jour du Festival de Cannes où vous montez les marches avec Alain Delon. Ah, je n'y étais pas du tout. Quel grand moment. Au bras d'Alain Delon, monter les marches, c'est quand même un prestigieux. Très très grand moment. Je pense un de mes meilleurs souvenirs de cette année de Miss France. Alain Delon était très attendu sur le Festival de Cannes. Il est bien sûr adulé à un niveau qu'on n'imagine même pas. Et j'ai pu passer du temps avec lui et réaliser tout ça, l'ampleur de sa carrière et de sa notoriété. Et c'était extraordinaire de pouvoir monter les marches avec lui, avec Sylvie Tellier, en même temps que les membres du jury du Festival de Cannes. Et là, je suis rentrée dans un autre univers. Vraiment, pendant quelques minutes, j'ai eu l'impression de vivre sur une autre planète. Et comment c'est venu? Parce que Alain Delon était président des Miss France, c'est la raison? Oui, c'est pour ça. Oui, il avait proposé à Sylvie de nous inviter au Festival de Cannes avec lui. Donc, c'était un honneur. Moi, j'ai la chance de connaître Delon et je veux dire que c'est un personnage très touchant. Parce qu'il y a l'acteur, mais l'homme a une parole et il la tient, ce qui n'est pas si courant. Oui, c'est quelqu'un de généreux. Oh, complètement. Quelqu'un de généreux, oui. Qui ne le montre pas toujours, mais qui est à la fois pudique, généreux et qui vous raconte sa vie quand il a confiance. Tout à fait. Nous, on avait vraiment pu passer 3 jours du coup avec lui. Ce qui était une chance. Je pense que beaucoup de gens nous envient. Oh oui. Alors, il se trouve qu'il est venu ce jour-là rendre hommage à René Clément, je crois, qui est le seul réalisateur français à avoir remporté 2 fois l'Oscar du meilleur film et qui a été 5 fois récompensé au Festival de Cannes, ce qui est aussi un record. Vous aviez vu ces films-là, Plein Soleil? Non, pas du tout. Et Je vous avoue, je suis très mauvaise en cinéma, et en cinéma notamment d'auteur et cinéma français. Faut que je me rattrape. Oui, vous avez le temps. Alors, Cannes, vous y êtes venu plusieurs fois en plus. Oui, j'ai eu l'occasion d'y retourner quelques années après. Oui. Il me semble que j'y suis allée 3 fois. 3 fois, c'est ça. Ouais. Mais à chaque fois pour monter les marches ou pour une raison précise? Oui, pour monter les marches, invitée en tant qu'ambassadrice française par des marques qui sont présentes sur le Festival de Cannes. J'avais pas spécialement d'envie de cinéma à cette époque-là, mais c'est toujours un très bel événement, donc c'était un plaisir. Et monter les marches, c'est prestigieux, mais c'est pas facile. On peut tomber. C'est que quand ils ont construit le Palais des Festivals en 82, la première année, ils avaient raté les marches. Et il y a eu des chutes de stars. Ils ont tout cassé l'année suivante pour refaire les marches. C'est une belle anecdote. Il y a une façon de monter les marches, de regarder devant soi. Il y a les photographes, il y a le public. Oui. Déjà, normalement, on doit forcément être en talons sur le tapis rouge. Oui. Règle qui a été à laquelle a dérogé certaines actrices. Mais oui, du coup,
On a souvent de très belles tenues, parfois imposantes. Donc ça nécessite de savoir manier voilà la robe, de savoir marcher donc dans les escaliers en talons très hauts avec des robes ou des tenues parfois un peu compliquées. Et il y a énormément de photographes. Donc oui, c'est un exercice que voilà, de tous les regarder, d'avoir le bon port de tête, le joli sourire. Mais c'est vraiment un moment suspendu. Oui, mais avoir fait le concours de Miss France vous a aidé à apprendre ces techniques. Oui, je pense que oui, bien sûr, à force d'être sur scène d'avoir ce rôle de Miss France, oui. Alors moi, je suis fasciné par votre vie médiatique parce que dans ces années-là, vous avez fait à peu près toutes les émissions de la télévision, sauf la météo. Certainement. Vous êtes passé journal de 13h à Touche pas à mon poste. Il y a eu C'est à vous qui veut gagner des millions. À chaque fois, vous avez montré votre humour et votre sens de la réplique. Merci, je sais pas. Je pense que j'ai essayé, en tout cas, de dire des choses pertinentes. Et moi, ce que je voulais, c'était essayer d'inspirer, en fait, les jeunes, tout simplement. Comme quoi, ben voilà, on pouvait être Miss France, mais on pouvait aussi avoir un parcours scolaire long et compliqué, et avoir de l'ambition, tout simplement. Oui, mais en même temps, faire ce parcours et être à la télévision tout le temps, enfin, ce que vous voyez beaucoup, il faut un certain rythme aussi. Alors oui, le rythme est pas évident. J'ai pas beaucoup dormi l'année de Miss France, je dois vous le dire. Parfois, je me levais effectivement peut-être à 4 heures du matin pour être préparée par un maquilleur coiffeur, pour enchaîner une journée avec des médias, avec parfois des rencontres avec le public. Il m'est arrivé de traverser la France en une journée en train, voilà, faire des heures et des heures de train. Donc oui, on est effectivement sur un rythme très très intense. Les gens n'ont pas forcément conscience de l'extérieur, mais c'est vraiment une année à 2000 à l'heure. Vous avez même remis un trophée au Energy Awards, je crois. Oui. Ça aussi, c'est un monde nouveau que vous découvriez. Oui, bien sûr, d'être en coulisses avec tous les artistes. Moi, j'ai été émerveillée en fait par tous ces moments et toutes ces rencontres. C'est une grande chance, une ouverture sur le monde, de très belles rencontres. Et puis il y a eu même le salon de l'agriculture. Oui. Ah ben c'est un passage obligé, le salon de l'agriculture pour Miss France. Ah oui, tous les ans. Et comment ça se passe alors? Très bien, c'est l'occasion pour justement Miss France d'aller à la rencontre des régions sur le salon de l'agriculture. On a voilà toutes les régions qui sont représentées, savoir-faire, les artisans, les agriculteurs. Donc je pense que les participants au salon apprécient avoir Miss France, et c'est un bon moment aussi. Enfin moi j'avais passé un très bon moment. En fait, le salon de l'agriculture, il existe sous sa forme actuelle depuis 1964. Et avant, au XVIIIe siècle et au XIXe, il s'appelait le concours des animaux gras ou des animaux de boucherie. C'était moins glamour. C'était, effectivement. Et puis, il y a eu aussi un jeu auquel vous avez participé, et là, il fallait être sportive. Fort Boyard. On a tous reconnu cette musique. Ouais. Avec 2 de vos dauphines, vous avez participé à Fort Boyard. Et là aussi, c'est étonnant. Ma première expérience, oui, c'était pendant l'année de Miss France avec les dauphines. Et j'y suis retournée, je crois au total, j'ai dû participer 5 fois ou 6 fois à l'émission. Pour le coup, c'était un rêve de gosse de participer à cette émission. J'ai toujours apprécié la regarder. Voilà, étant sportive, aimant les défis, pour moi, Fort Boyard, c'était le format parfait. Et je rêvais de la faire, et j'étais super ravie. Et en plus, on le fait pour des associations, donc c'est vraiment super. Voilà, mais en même temps, c'est des efforts physiques très difficiles. Il y a eu des épreuves que vous avez réussies, d'autres que vous avez ratées. Bien sûr. Alors oui, Fort Boyard, c'est une véritable émission de défi. Il faut se donner physiquement. Dépasser ses peurs. Donc moi j'ai eu très très peur donc lors de ma première participation pour sauter à l'élastique. Oui, voilà. J'ai fini par sauter, mais j'avais une peur bleue du vide, et j'ai très très peur encore aujourd'hui de sauter à l'élastique. Je l'ai jamais refait. Mais voilà, c'est l'occasion en fait de se dépasser et de le faire pour une asso. En tout cas, je les soupçonne, quand vous écrivez sur une feuille « Je n'aime pas le saut élastique », de immédiatement vous obliger à le faire. Alors ça, on ne sait pas. On ne sait toujours pas s'il faut annoncer ses phobies, ses peurs, ou s'il vaut mieux les garder pour nous. Ça. Il y a eu aussi à la télévision l'aventure Robinson, qui était quelque chose de sportif aussi, Marine L'Orphelin. Oui, là encore, j'ai tout de suite voulu participer à cette émission qui est... En gros, en résumé, qui est un format similaire à Koh-Lanta pour des personnalités sur 4 jours, donc quand même beaucoup plus accessible.
mais avec beaucoup d'épreuves sportives. Et je me suis découvert finalement une âme d'aventurière et j'étais plutôt à l'aise à dormir dehors sur des feuilles de palmier. C'est inspiré de Robinson Crusoe qui n'a pas existé, mais son auteur Daniel Defoe a pris un modèle qui s'appelle Alexander Selkirk, qui lui a vécu la vie de Robinson Crusoe sur une île déserte. Donc il y a un lien avec la réalité. D'accord. Et puis bon, vous avez aussi été l'égérie de plusieurs marques, ça aussi. Ça c'est venu parce que on vous l'a proposé à la suite de Miss France et j'ai l'impression que tout vous intéresse, tout vous passionne. Je le disais au tout début de l'émission, je pense que je suis vraiment curieuse et donc tout ce qui est nouveau ou ce que je ne connais pas, ne maîtrise pas, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Donc grâce à Miss France et aux opportunités que ça m'a apporté, j'ai effectivement pu toucher à plein de domaines différents et m'enrichir de tout ça. Donc oui, à chaque fois qu'on me proposait quelque chose de nouveau, forcément j'avais envie d'y aller. Et puis, c'est toujours le cas aujourd'hui. Hein. Oui, alors vous avez aussi beaucoup aidé les autres. Vous avez été ambassadrice de l'UNICEF. Il y a eu l'association des Bonnes Fées. Il y a eu le mécénat à la chirurgie cardiaque. Chaque fois qu'on vous demande d'aider les autres, vous répondez présent, Marine L'Orphelin. Je pense que c'est normal en fait d'utiliser ce qu'on a entre les mains pour essayer de soutenir les autres, pour faire du bien aux autres. Donc moi j'ai de la chance d'avoir un peu de notoriété, un peu de visibilité médiatique, donc autant s'en servir. Et l'UNICEF, oui, parce que j'ai toujours trouvé que c'était tellement injuste en fait pour des enfants du monde de naître dans des pays où ils n'ont pas les mêmes chances que nous. Après, bien sûr, de par mon métier et mes sensibilités, j'ai beaucoup voulu me tourner vers des associations autour de la santé, donc Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui opère les enfants du monde entier de pathologie cardiaque, et l'association qu'on a fondée avec beaucoup d'autres Miss France, qui s'appelle Les Bonnes Fées. Et on récolte des fonds à l'année grâce à des mécènes, grâce aux émissions de télé, pour financer des espaces de bien-être, d'accueil pour les patients qui souffrent du cancer. Et puis il y a la médecine, parce que vous avez continué vos études jusqu'à la 6e année, alors vous auriez pu très bien arrêter. Et je crois que vous avez fini au concours 3795e sur 8706. C'est pas mal. C'est pas mal. Mon objectif, c'était d'être effectivement dans la première moitié. Donc, objectif réussi. Et je savais que je voulais être médecin généraliste. J'avais déjà choisi dans ma tête, en tout cas, ma spécialité pour l'internat. Donc, j'étais contente. Voilà. Mais ça a été aussi un gros travail, parce qu'au milieu de tout ça, faire des études de médecine, c'est pas évident. Ça a nécessité beaucoup d'organisation. J'avais un planning... J'ai toujours eu un planning très très chargé en fait, ouais. Pour mener en parallèle et les études de médecine, les stages notamment à l'hôpital et mes activités d'ambassadrice, mes activités caritatives. Donc j'ai été bien accompagnée, je le suis toujours aujourd'hui, j'ai une manager, je travaille avec beaucoup de personnes qui m'aident au quotidien pour gérer tout ça, parce que toute seule, j'en aurais jamais été capable. Et vous êtes devenue chroniqueuse au magazine de la santé. Oui, depuis peu. J'ai eu mes premières chroniques l'année dernière sur la santé de la femme, et cette année, j'ai eu l'opportunité d'avoir une chronique récurrente 2 fois par mois, où là, je parle plutôt du sport santé. Et comme vous avez encore un peu de temps entre 2 siestes, vous avez créé une chaîne YouTube, Marine L'Orphelin, dédiée au bien-être, et un blog de santé et de bien-être, l'effervescence de Marine. Ah oui, alors l'histoire du blog, elle date d'il y a très très longtemps. Le blog aujourd'hui est plus tellement actif, c'est vrai. Je l'alimentais beaucoup quand j'étais étudiante en médecine. C'était un peu mon premier média. Et j'ai finalement après utilisé beaucoup plus Instagram, et aujourd'hui ma chaîne YouTube, qui est toute neuve encore, qui est toute jeune, mais sur laquelle effectivement je veux partager des messages de santé et faire de l'info. Parce que la santé pour vous, c'est vraiment votre priorité aujourd'hui, la santé des autres. C'est totalement ma priorité. Je compte reprendre mon exercice médical à temps partiel, parce que c'est très important d'être sur le terrain et d'exercer mon métier, d'être au contact des patients. Et en même temps, en parallèle, je continue effectivement sur les différents supports médiatiques. On en a parlé, la chronique au magazine de la santé, et avec plein d'autres médias,
de faire passer des messages de santé. Je pense qu'on peut vraiment tous mieux faire, en fait, pour prendre soin de nous. Et donc, j'essaye vraiment de partager des infos autour de la prévention, de toutes les bonnes habitudes qu'on peut mettre en place. Et en plus, il y a un livre, effectivement, qu'on va évoquer à travers une autre date, le 30 août 2023. À tout de suite sur Sud Radio avec Marine L'Orphelin. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie avec mon invité Marine L'Orphelin. On a évoqué vos débuts en sport, Miss France, Miss Monde, tous les dérivés que vous avez fait avec ce titre de Miss France pour aider les autres. Et le 30 août 2023 est sorti un livre qui s'appelle En pleine forme, mes conseils de santé pour être bien dans son corps et dans sa tête, chez Marabout. Et c'est signé Marine L'Orphelin, médecin généraliste. C'est important ce sous-titre. Bien sûr, c'est important. Aujourd'hui, je suis très satisfaite d'avoir terminé ces études. Néanmoins, il me reste à passer ma thèse, mon doctorat de médecine. C'est pour ça que j'ai pas écrit docteur L'Orphelin. Eh bien, médecin, parce que je suis médecin, mais il faut quand même que je valide ce dernier sésame pour écrire docteur. Votre thèse est prête ? Elle est en cours de travail. C'est sur quel thème ? C'est sur l'endométriose. Ah oui, d'accord. Alors, il se trouve que ce livre, En pleine forme, c'est un livre d'une femme médecin pas comme les autres, parce qu'il y a des tas de conseils, mais avec un langage simple pour s'adresser au grand public. Je pense que c'est essentiel d'essayer de s'adresser aux gens avec des termes simples, vulgariser du coup la santé, et surtout d'essayer de s'adresser à eux, pour eux, en fait, pour leur quotidien. J'ai pas voulu faire un ouvrage théorique, j'ai voulu faire un ouvrage vraiment pratique, avec plein de conseils et plein de questions que se pose vraiment tout le monde, en fait. Oui, parce que prendre soin de soi au quotidien, c'est obligatoire et on ne le fait pas assez souvent. On le fait pas assez. On a beaucoup axé quand même la médecine sur le traitement, la guérison. Et je pense qu'aujourd'hui, tout l'enjeu, c'est de redonner un peu plus de place à la prévention. Parce qu'on sait que nos modes de vie actuels retentissent sur notre état de santé. Voilà, on bouge pas assez, on est trop sédentaire, on consomme encore un peu trop de produits toxiques, alcool, tabac. On mange pas hyper bien. En plus, l'alimentation s'est appauvrie aujourd'hui. On a moins de nutriments dans les fruits et légumes. Donc voilà, donc aujourd'hui, il y a vraiment un gros enjeu, je trouve, à remettre la lumière sur la prévention et essayer d'apprendre aux gens à prendre soin d'eux. Oui, et il y a plein de conseils très faciles à utiliser au quotidien à partir de thèmes bien précis. Vous avez établi votre livre par thème, Marine L'Orphelin. Oui, j'ai souhaité thématiser le livre sur ce que j'appelle les piliers de la santé, donc le sommeil, l'alimentation, l'activité physique, la santé mentale, parce qu'on a tendance à la dissocier du reste, alors qu'en fait le mental est lié aussi avec le physique, l'aspect plutôt bien-être, holistique, prendre soin de soi, et enfin le suivi médical et tout ce qu'on peut mettre en place au niveau de la prévention avec son médecin. Donc pour moi, tous ces piliers-là, en fait, sont essentiels, sont importants et retentissent les uns avec les autres. Et j'ai souhaité l'organiser comme ça pour que les gens puissent prendre des informations en fonction de leurs besoins. Ils ont des problèmes de sommeil, ils vont lire le chapitre de sommeil. D'un coup, ils veulent se remettre au sport, ils vont aller voir dans le chapitre du sport. Alors, le sommeil, justement, il y a ceux qui dorment 12 heures par nuit, il y a ceux, comme paraît-il, Emmanuel Macron, qui dort 4 heures par nuit. Ce sommeil, il faut vraiment l'étudier en fonction de ses personnalités. Le sommeil est effectivement déterminé déjà génétiquement. Donc, en fait, on est tous programmés pour avoir une quantité de sommeil qui nous est propre. Donc, en fait, dire aux gens, non, il faut tous qu'on dorme 8 heures par jour, c'est complètement faux. Par contre, il est vrai que dormir en deçà de 6 heures par nuit ou au-delà de 10 heures peut poser des problèmes sur la santé, en fait, peut retentir sur la santé. Donc, j'ai souhaité, en fait, déculpabiliser les gens un peu autour du sommeil, tout en leur donnant des conseils pour justement mieux prendre soin de leur sommeil, créer un environnement favorable, se relaxer le soir, voilà. Et se coucher tôt pour se lever tôt, on dit que c'est bien, vous n'en êtes pas certaine, si j'ai bien lu le livre. On dit que c'est bien parce qu'en fait, les études ont montré que quand on se couche tôt, on a une meilleure quantité de sommeil profond. Et c'est ce sommeil profond qui est plus réparateur. Le premier sommeil. Voilà, le premier sommeil. Et plus on se couche tard, plus on réduit un peu cette quantité de sommeil profond.
Et pardon, j'ai perdu le fil de votre question. Se coucher tôt pour se lever tôt. Ah oui. Donc oui, effectivement, quand on se couche plus tôt, les études ont montré qu'on a un meilleur sommeil profond, on a plus de quantité de sommeil profond, et c'est ce sommeil-là qui est particulièrement réparateur. Mais après, certaines personnes sont des couches-tard, lèvent tard, ils ont du mal à se coucher tôt, et ils vont se lever plus tard. Et d'autres sont des couches-tôt, lèvent tôt. On est encore une fois programmé un peu sur ces formats-là. Donc on peut améliorer en fait ses habitudes de sommeil, mais on peut pas non plus lutter contre ce qui est inné en fait. Donc voilà, je dis essayez de vous coucher le plus tôt possible et essayez d'avoir un bon rythme de sommeil, notamment respectez vos horaires de sommeil en semaine et en week-end. Ça aussi c'est important d'avoir un rythme. Alors il y avait la formule de Raymond DeVos, se coucher tard, nuit. Qui est un classique. Il y a aussi la sieste, parce que moi je me souviens, Philippe Bouvard, entre deux travaux à la radio, à la télé, faisait 20 minutes de sieste. Jean-Pierre Cassel, un comédien, s'endormait sur une chaise pendant 10 minutes. C'est aussi une particularité. Les bienfaits de la sieste sont largement démontrés et on devrait pouvoir tous siester. Mais dans nos modes de vie, on a un peu oublié en fait d'écouter notre corps et d'écouter aussi les signaux de la fatigue. La meilleure sieste, c'est la sieste postprandiale. On mange, on a un petit coup de barre, on dort effectivement 15-20 minutes. C'est suffisant pour récupérer un peu d'énergie et pour être en forme l'après-midi. Faut pas dormir plus normalement parce qu'après on rentre dans des phases de sommeil profond et là c'est dur de se réveiller. Voilà. Alors il y a quand même une chanson qui résume l'état qu'il faudrait éviter en lisant votre livre. Je suis malade, parfaitement malade. Serge Lama, je suis malade. Cette chanson a une histoire. Il était malade moralement parce qu'il quittait sa femme. Il dîne un soir avec Alice Donna, qui lui propose une musique. Dans les 5 minutes qui suivent, il écrit les paroles et c'est devenu son premier grand succès, également repris par Dalida. C'était Je suis malade. Waouh, quelle histoire. C'est fou, hein. Alors, il y a aussi les enfants qui ne peuvent pas dormir. Et là aussi, c'est un problème. Il faut vraiment habituer les enfants à dormir, Marine L'Orphelin. C'est compliqué avec la nouvelle génération, avec les écrans, avec cette nécessité d'être tout le temps connecté, de se dégager du temps. Mais oui, du coup, quand on est parent ou quand on est ado, c'est hyper important de mettre en place au maximum des règles pour protéger le sommeil des enfants. Parce qu'on sait qu'après ça engendre des problèmes de concentration, de fatigue à l'école, les enfants qui s'endorment, et c'est la base d'un bon apprentissage, d'une bonne croissance aussi. Alors la particularité aussi de ce livre, Marine L'Orphelin, c'est qu'il y a des photos. Elles ont été faites. C'est vous qui êtes sur la photo qui démontrez. C'est un travail immense, ça aussi. Il y a des dizaines de photos. Oui, il y a beaucoup de photos. C'est un choix, un parti pris de vouloir illustrer le livre avec des photos de moi. Non pas que je sois égocentrique, mais plus parce que je me raconte un petit peu dans le livre. Je partage quand même mon expérience, notamment sur la santé mentale. Je raconte un peu mon problème avec l'anxiété. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être bien quand même de l'illustrer avec des photos de moi. Oui, il y a des révélations que vous n'aviez jamais faites, notamment je crois qu'en 4e année de médecine, vous avez eu l'anxiété de votre vie. Oui, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Oui. En quatrième année de médecine, à cause de trop de pression par rapport aux études, trop de pression par rapport à mon rôle d'ambassadrice française, un planning surchargé. J'avais un peu oublié justement de dormir, de faire du sport, et donc j'ai perdu un peu pied et je me suis laissée envahir, par l'anxiété. Et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse qui ont été difficiles à vivre pour les premières. Et après, j'ai appris à mieux les gérer. Oui, vous avez appris, je crois, la respiration guidée, que peu de gens connaissent. Oui, il y a pas mal de techniques de respiration que je partage d'ailleurs dans le livre. À chacun après de trouver la sienne, mais on peut utiliser aussi justement la technologie, les montres connectées ou les applications sur le téléphone pour apprendre à respirer pour se détendre. C'est une véritable technique. Avec des temps d'inspiration, des temps d'expiration,
pour réussir à se détendre. Ça existe, ces applications sur Tout à fait, oui. Parce que moi, je connais l'application du nombre de pas sur les téléphones. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent 10 000 pas par jour, 6 000 pas par jour minimum. Faut avoir un chien pour faire 6 000 pas par jour et le promener tous les soirs. Ou alors, faut tout simplement marcher un peu plus. On oublie de marcher aujourd'hui dans notre société, mais en fait, marcher, c'est accessible à tous. Et il faut juste une bonne paire de chaussures et on peut tous marcher. Donc, le message aussi que je veux faire passer, on a parlé un peu de sport, mais en fait, je parle plutôt d'activité physique dans le livre. C'est-à-dire, bougez plus en fait, apprenez à bouger plus, mettez en place des petites techniques pour bouger plus dans votre quotidien. C'est pas grave si vous aimez pas le sport en lui-même, pratiquez une discipline sportive, mais par contre bougez plus. Et on peut bouger une demi-heure à l'heure du déjeuner ou entre deux cours, ça vous l'expliquez dans le livre. Oui, on peut bouger pour aller déjeuner le midi, effectivement. On peut bouger même au bureau. On peut se lever de son bureau pour aller parler avec un collègue plutôt que de l'appeler au téléphone pour lui dire ce que vous avez à lui dire. On peut passer des coups de fil au lieu de les passer assis au bureau. On peut les passer en bas dehors pour prendre l'air et en même temps marcher. Donc, il y a quand même quelques astuces qu'on peut mettre en place qui sont assez faciles. Oui, et puis vous évoquez un phénomène qui est hélas de plus en plus courant chez les jeunes et depuis le confinement, c'est la dépression. Parce qu'il y a un phénomène de dépression chez les jeunes qui inquiète les psychiatres. Oui, il y a de plus en plus effectivement de troubles psychologiques et psychiatriques chez les jeunes. Comment l'expliquer ? Je pense que je n'irai pas sur ce terrain parce que j'ai pas les informations précises, mais je pense que notre société est quand même compliquée pour les jeunes. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse liée à l'avenir, quand même, éco-anxiété, liée à comment va évoluer le monde, au niveau économique aussi, social. Est-ce que je vais trouver du travail ? Est-ce que je vais réussir à gagner suffisamment d'argent pour bien vivre ? Et une perte aussi peut-être de liens sociaux. On sait aujourd'hui que le lien social permet vraiment de développer en fait le bonheur. Tout simplement, c'est les interactions avec les autres qui renforcent notre bonheur, nos émotions positives. Et donc, je pense que les écrans, tout ça nous a un peu déconnectés de la réalité. On en a perdu des vrais moments et des vrais moments d'échange, de lien social. Bien sûr. Alors, la dépression qu'on appelle aujourd'hui la déprime, ça existait depuis longtemps. Churchill a été très déprimé pendant des années et c'est lui qui a dit nos sports. Donc, il y a un paradoxe avec tout ce que vous racontez. Mais il y a aussi les aliments. Alors, il y a le sucre, le café. On dit que c'est mauvais. Vous dites que finalement, c'est pas si mauvais que ça, Marine L'Orphelin. Le café a été largement étudié aussi. Et en fait, on a prouvé que la boisson café, je parle pas de la caféine, je parle vraiment de la boisson café, était riche en antioxydants. Et donc, en fait, c'était plutôt une boisson qui était assez bonne pour le corps, jusqu'à un certain seuil, parce que au-delà, dans les études, c'est 3 ou 4 tasses par jour. Au-delà, l'excès de caféine peut engendrer du coup des effets néfastes sur votre santé, des troubles du sommeil, des palpitations cardiaques, etc. Et je parle aussi, je redonne un peu les bases sur l'alimentation équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire les sucres ? Qu'est-ce que ça veut dire les lipides, les gras, les protéines ? Je voulais essayer de simplifier ces questions d'alimentation parce qu'on entend beaucoup de choses sur notre assiette, beaucoup de vérités, mais aussi beaucoup de fake news. Donc dans le livre, je fais un gros focus sur ça veut dire quoi manger équilibré. Voilà. Et en même temps, vous expliquez comment vieillir en bonne santé, puisqu'on vit de plus en plus vieux, et on peut effectivement, grâce à vos conseils, vieillir en bonne santé. J'espère, oui. oui. En fait, j'avais aussi envie de rappeler que mettre en place toutes ces bonnes habitudes peut aussi vous permettre effectivement de mieux vieillir et de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et je pense que c'est tout l'intérêt en fait. Sinon, pourquoi s'embêter au quotidien avec toutes ces bonnes habitudes ? C'est vraiment on peut agir en fait sur le vieillissement. Vieillir n'est pas une fatalité. On peut bien vieillir avec toutes ses capacités physiques et mentales.
Exactement. En tout cas, pour bien vieillir et pour rester jeune comme vous, Marine l'orphelin, il faut lire En pleine forme chez Marabout. C'est vraiment un livre que je conseille à celles et ceux qui nous écoutent parce que c'est facile, c'est précis et comme ça, les auditeurs qui nous écoutent, les auditrices resteront jeunes plus longtemps, comme vous. J'espère que ça leur plaira. J'en suis certain. Merci Marine l'orphelin. Continuez ainsi et passez bien votre thèse. Merci beaucoup. Et à bientôt. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.